Bonjour à Elodie, tout le monde veut lui faire un petit coucou. Moi, je vais Bonjour. juste hop sur nos petites notes pendant ce temps pour bien voir toutes les questions que j'ai envie de te poser et que j'en oublie pas parce qu'on a tellement de choses à se dire. C'est pour ça que j'ai prévu un petit peu plus de temps, Elodie. Donc voilà, c'est parfait. Yes, hello, tout le monde qui te souhaite la bienvenue. Parfait. Eh bien, Merci, écoute, merci, bonsoir. je vois que tu as un grand sourire, donc c'est cool. Écoute, je pense on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à voir ensemble. Et du coup, ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu puisses remettre un petit peu tout le monde dans le contexte sur toi, le job que tu avais avant et ce que tu faisais avant, dans ta vie d'avant. D'accord. Eh bien, ma vie d'avant, j'étais, dernièrement, en fait, employée, donc j'étais responsable marketing digital chez Mercedes-Benz. Donc je Ok, m'occupais de tout ce qui était, B2C, B2B, voilà, ok, donc super. communication dans le digital. Ah ah. Et donc maintenant, justement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux expliquer ton activité? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui exactement? Alors aujourd'hui, je fais plein de choses, mais je suis la fondatrice de Digital Feeling. Je vais pas spoiler, mais je l'ai créé, quand je faisais Side Project, et donc je suis, coach, formatrice et mentor, en marketing digital, bien sûr. Super. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ce que tu fais, qui sont tes clients, comment ça fonctionne, vraiment le cœur, un peu les coulisses de ton activité? Alors, j'ai des clients, assez variés. En fait, je mets le terme professionnel parce que je vais, aussi bien avoir des entrepreneurs qui sont au tout début, du lancement de leur entreprise, comme des salariés qui souhaitent monter en compétences, comme, actuellement, j'accompagne aussi beaucoup, des grandes écoles, enfin, une école à La Défense qui s'appelle, le Pôle de Vinci, où j'accompagne les étudiants à, sur toute la partie, communication, réseaux sociaux. En fait, c'est toujours le même cœur de métier, donc le marketing digital, et j'accompagne les professionnels à aller sur les réseaux sociaux pour, booster leur business. Ok, très très clair. Du coup, justement, c'est le sujet de ce soir de l'atelier, hein, c'est comment on trouve une idée de projet, comment on choisit. Et donc, est-ce que tu peux nous faire un peu l'historique de comment tu as eu l'idée de projet et comment elle s'est précisée jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui? Alors c'est assez long, mais je vais essayer de faire court, Vas-y. parce qu'en fait, j'ai, eu un burn-out, au travail, donc j'étais chez moi et je suis tombée, mais alors complètement par hasard sur Postadem où, là j'ai bien aimé, toute la philosophie et je me suis dit: «Bah tiens, je vais faire les petits mini cours gratuits», c'est Mini Départ je crois, où on reçoit, chaque jour un petit mail qui nous fait faire des exercices, un exercice, et en fait, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je ne voulais plus retourner dans le salariat et que j'avais envie, de tenter une aventure et de monter mon entreprise. Étant salariée, j'avais pas envie de tout plaquer, du jour au lendemain, ça me faisait quand même un petit peu peur, et là, j'ai découvert que, Postadem proposait, la formation Side Project. On s'était même appelé effectivement avec Charlotte et avec, Manon qui fait Nouveau Départ, je sais plus. Ça devait être Marion, du coup, sur le nouveau Ça départ. devait être Marion, qui me dit: «Non, non, mais Nouveau Départ, c'est peut-être bien», et j'avais vraiment, envie d'être, rassurée, et donc je suis allée sur Side Project en me disant: «Je veux vraiment lancer mon entreprise en même temps que mon activité salariée». Voilà, et je me suis inscrite à Side Project. Et donc, comment sur le fond, tu as eu cette idée? D'où elle est partie ton idée de faire ça? Est-ce que d'ailleurs, j'ai vu une des questions Ah oui, sur, alors ça par c'est rapport à tes clients. Vraiment, voilà, comment tu as construit cette idée? En plus, tu étais là pour les différents critères. Comment ça s'est construit tout ça? Alors, ça s'est construit, petit à petit. Je voulais capitaliser, je savais pas que je voulais capitaliser sur mon expérience. En fait, j'étais un peu perdue. C'est pour ça que Nouveau Départ m'a aiguillée, et Side Project a finalisé de m'aiguiller parce que quand on fait la formation Side Project, justement, on itère sur 3 idées, 3 ou 4 idées, et du coup, en faisant les exercices, on se rend compte de celle qui est la plus adaptée, en fait, à ce qu'on a envie de faire, et c'est pendant un exercice que moi, je me suis rendu compte que je voulais faire de l'accompagnement en marketing digital puisque c'était ma compétence, ça faisait 15 ans que je le faisais, et que j'avais une expertise que je pouvais partager. Du coup, c'est donc oui, c'est pendant un exercice très, concrètement de Side Project que j'ai trouvé mon activité. Et par rapport à mes clients, alors ça, c'est aussi, Side Project. Je vous promets, je suis pas payée pour dire ça. On avait fait un exercice sur les personas, qui était super parce qu'en fait, on décrit notre client idéal et vous verrez ça dans le détail, et en décrivant mon client idéal, j'ai quelqu'un de la formation qui me dit: «Mais en fait, ce persona, c'est moi», et donc c'est un entrepreneur qui montait, des maisons, écologiques, donc rien à voir en fait, forcément, c'était un entrepreneur, pas forcément une personne que je visais, et il me dit: «Mais je veux bosser avec toi, je veux savoir où j'en suis», et voilà comment ça a commencé. Donc mon premier client, donc j'avais déjà eu des cobayes, donc là, c'était vraiment mon premier client, était, une personne de la formation Side Project, et c'est à l'issue
de cet échange que j'ai monté mon entreprise pour pouvoir le facturer. Ah, je t'entends plus. Je me suis mise en sourdine toute seule. J'allais te dire justement sur le fait de choisir une idée, de préciser une idée. Il y a des questions qui sont revenues sur comment on démarre avec les cobayes, à quel moment on commence à facturer le premier client. Donc, est-ce que toi, tu peux expliquer justement comment tu t'y es pris entre tes cobayes et ensuite tes premiers clients? Alors oui, mes cobayes, en fait, j'ai choisi des personnes que je connaissais pas, sur Postadem, en fait. Je suis pas allée bien loin, hein, c'est vraiment un écosystème, génial pour ça, je crois que j'avais fait le formulaire déjà, j'avais fait un premier formulaire en disant: «Bah, voilà, je cherche des cobayes, je propose telle offre, qui est intéressé?» Les 5 premiers répondants auront, un audit gratuit. Et du coup, j'ai eu, 2 personnes, une personne qui travaillait dans les podcasts et la seconde personne, j'avoue que je ne sais plus si c'était dans le pardon, c'était dans le droit, c'était une juriste qui faisait une reconversion. Donc des domaines, qui n'ont absolument rien à voir et en fait, le seul point commun, c'est que c'était des entrepreneurs et ce qu'elles souhaitaient, c'était aller sur les réseaux sociaux pour lancer leur nouvelle activité. Donc voilà et pardon pour la réponse, comment j'ai facturé mon premier client et bah, grâce à mon premier client, en fait, parce que clairement, j'osais pas forcément lui dire que, bah, vu qu'il me contactait dans le cadre de la formation, c'était un peu délicat et il a été, tellement, réglo, je peux pas dire autrement. Il m'a dit: «Mais attends, Charlotte nous a bien appris que, tout travail méritait salaire, qu'il fallait facturer, donc tu me dis ton prix et on fait ça, dans les règles de l'art» et voilà. Ok, super. Je vois une question de quelqu'un qui dit, mais est-ce qu'il n'était pas un peu réticent comme tu n'avais pas d'expérience, c'était le premier client? Donc justement, comment toi, tu t'es présenté au début dans ton activité et comment tu as fait pour te sentir légitime, pour avoir confiance en toi? Alors oui, j'ai pas d'expérience si, parce qu'en fait, ça fait 15 ans que je fais du marketing digital et que j'accompagne en fait, mon entreprise dans laquelle je travaillais et donc tous les salariés que j'ai dû former et cetera. En fait, je faisais déjà du coaching en interne, mais j'en avais pas conscience. Donc le côté expérience, si, je l'avais. Et puis avant de travailler chez Mercedes, j'ai fait de la start-up, j'ai fait de l'agence, donc j'étais assez rodée à pas mal d'exercices. Donc là-dessus, j'étais très, très à l'aise en fait sur mon expertise. Pour la seconde partie de la question qui était et j'ai oublié, Sur le fait désolée. d'avoir, qu'est-ce que c'était la deuxième partie? C'était sur le fait de te sentir légitime et Ah de te oui! présenter à tes clients au départ. Voilà, comment tu étais en confiance et comment tu t'es présenté? Alors, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, hein. C'est aussi une des raisons qui m'a poussée à faire Side Project parce que malgré effectivement mes 15 ans d'expérience et le fait que j'ai une expertise, on doute. Quoi qu'il arrive, il y a pas on se dit pas, «Je suis la meilleure du monde et hop, je vais y arriver». Non, non, j'ai mis pas mal d'exercices de Side Project avant de me dire: «Bon, c'est bon, j'ai confiance en moi». D'ailleurs, quand mon client m'a contactée, j'avais pas totalement confiance en moi et quand je lui ai rendu mon travail, en fait, je l'ai fait rapidement, et il m'a dit: «Mais waouh!» mais en fait, là il était impressionné en tout cas par la qualité du travail que je lui ai rendu et je m'attendais pas à autant de remerciements en tout cas et d'éloges, pour ce que j'avais produit en fait. Parce que pour moi, c'était mon travail et donc je n'avais pas le recul, de la valeur que j'apportais en fait à une personne qui n'avait pas, l'expertise et donc ça m'a vraiment, une fois qu'on me dit ça, j'étais boostée mais de dingue quoi. Ok, je comprends. C'est ce qu'on disait sur le fait d'être aussi sur le terrain, dans l'action, pour avoir des premiers retours positifs qui aident aussi à prendre confiance progressivement. Donc, pour toi, quand justement tu t'es lancé, c'est quoi qui était le plus difficile pour toi ou qui te faisait le plus peur ou tu te sentais le moins en confiance ou moins en Oui. compétence? C'était quoi? Mmh. Alors je l'ai noté, parce qu'elle est ressortie et je me suis dit: «Waouh, c'est moi». La peur de l'argent, en fait, de pas, vivre de mon activité parce que c'est vrai que j'ai pas complété l'histoire. Donc j'ai lancé mon activité en side project. Je suis maman de 3 enfants, il faut savoir, donc ça, c'est sport, d'avoir un side project plus un emploi plus 3 enfants. Mais c'est possible, on y survit et du coup, j'ai négocié une rupture conventionnelle, avec mon employeur parce que je me suis dit: «La rupture conventionnelle va m'apporter bah, le chômage qui va me sécuriser, en tout cas sur le côté, je vais recevoir un salaire, régulièrement et je me laisse 2 ans pour voir si ça marche ou pas. Clairement aujourd'hui, j'ai plus besoin des ACDIC et je me suis lancée, c'était quand? C'était Side Project 3, c'était avril? Ouais, c'est Voilà. ça, c'est ça. Mmh. Donc il faut croire en soi, il faut se donner les moyens, mais ma peur de l'argent était vraiment limitante, de me dire: «Est-ce que j'y vais, ou pas?» Merci Manon, je vois tous tes messages. Merci. Ok, et c'est hyper intéressant sur la peur de l'argent. Dites-nous dans le chat qui ça,
À qui ça parle, cette peur de l'argent, de ne pas arriver à se payer, etc. Dis tout dans le chat, parce que je pense que tu n'es pas toute seule, Je vois ça. Et puis il y a clairement. aussi des mamans. Oui, il y a aussi des mamans. Est-ce qu'il y a des mamans et des papas aussi ce soir? Premier blocage, complètement, ok. Je suis le gros salaire de la maison aussi, 3 enfants et fonctionnaires, ok. Le nerf de la guerre, 2 enfants, ok, pareil. Bah justement, je pense que ça peut être intéressant que tu nous dises, Élodie, on part sur plein d'autres sujets que notre sujet de base, mais c'est pas grave parce que je pense que c'est vraiment important. Sur justement l'organisation, comment tu as réussi à gérer ça en side project? En plus, Manon a noté, effectivement, c'était pendant le confinement, hein, puisqu'on a terminé C'est en vrai, avril-mai, quelque chose comme ça. c'est vrai. Comment tu as réussi à gérer tout ça en parallèle quand tu étais en parallèle de ton job? Et comment tu gères aujourd'hui, vu que tu es à plein temps? Alors, c'était sport. Pour la petite histoire, je suis un peu, enfin, c'est pas le genre de choses qui me font peur parce que je sais pas si ça a rien à voir, hein, mais j'ai fait une VAE entre 2 enfants. C'est-à-dire que j'avais un bac+2, je venais d'avoir une petite fille qui avait 2 ans, j'ai validé un bac+5 et j'ai refait un autre enfant. Donc le côté organisation avec des enfants, ça me faisait pas peur forcément, avant. Il y a quelque chose qui m'a aidée parce qu'en fait, il y a pas mal d'exercices d'organisation du temps dans Side Project qui sont très très bien faits parce que pour le coup, on formalise, on prend ces petites to-do list, ces exercices, etc. Moi, j'utilise pas mal Trello et en fait, le confinement du coup m'a aidé dans la partie télétravail parce que c'est vrai que je n'avais plus à me déplacer pour aller à l'entreprise, donc je me suis dégagée mine de rien 2 heures par jour que j'ai pu affecter à mon side project. Et après, bah voilà, c'est de l'organisation, c'est l'aide du conjoint, on va pas se mentir, hein, sans lui, rien de tout ça, ça aurait été possible. Et voilà, tout ce qu'on peut, moi je suis aussi, alors je l'ai pas pris avec moi, j'ai un cahier de to-do list que j'adore. Je suis adepte des to-do et, et tout ce qu'on peut mettre en place en tout cas pour automatiser tout ce qu'on peut faire et hiérarchiser et se mettre l'importance. C'est aussi un exercice. Je veux pas spoiler toute la formation de Side Project, mais il y a le petit, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les 4 carrés, important, Ah, urgent, la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, voilà. Voilà, il y a 2 3 trucs qui permettent de remettre pas mal de choses en perspective et Ok. remettre les urgences et les sujets importants. Ok, ça marche. Eh ben, il y a une des questions qui est revenue, puisque tu en as parlé, c'était sur ta rupture conventionnelle. Je vois plein de questions sur le fait de négocier sa rupture conventionnelle, etc. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, toi, un petit peu plus en détail, comment tu as négocié ça, comment tu l'as obtenu? Est-ce que ça a été facile ou pas? Ah non, ça a été long. J'ai mis 1 an à négocier ma rupture conventionnelle parce qu'il faut savoir que mon entreprise ne fait pas de rupture conventionnelle et est contre le principe de rupture conventionnelle. Donc ça a été très, très long et très délicat. Donc vraiment, je me suis armée de patience. J'ai vu si, je touche toujours mes allocations chômage, hein, je vois qu'il y avait une question. Alors après, je rentrerai peut-être dans le détail de l'entreprise si ça vous intéresse, mais non, ça a été très long et compliqué. Je pense que toutes les entreprises n'acceptent pas les ruptures conventionnelles, donc c'est pas simple. Moi, je me suis fait accompagner. Je vous recommande vraiment de vous faire accompagner dans la rupture, avec une avocate parce que clairement, on n'a pas tous les arguments, pour pouvoir, arriver à terme. Ok. Bah, alors justement, dans la prochaine session, on va faire une. Donc toi, tu l'as pas eu, Elodie, mais on va le faire pour la prochaine édition de mars. C'est qu'on va faire une masterclass avec Charlotte, qui a créé My Pocket RH. Mais d'ailleurs, je crois que c'est la même session que toi. J'ai un doute. Ça Peut-être me c'est la parle, session ouais, 4. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Charlotte, possible. elle s'est lancée et justement, elle accompagne pour les ruptures conventionnelles. Enfin, c'est vraiment son expertise RH. Très bien. Donc, elle va faire une masterclass là-dessus parce que c'est un vrai gros sujet. Donc, finalement, tu as quand même mis 1 an pour Oui, obtenir ta rupture co, mais tu l'as eu. Tu l'as eu, donc tout à fait, ça vaut le coup de heureusement. tenter. Ah Ok. beh, il faut être accroché à son projet et être sûr de vouloir le faire et y croire. Ouais. Vraiment, c'est ce qui m'a aidé à bien tenir et à pas lâcher. Et bien justement, qu'est-ce qui fait que tu as été sûre de toi? Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que ça peut évoluer, que des fois on hésite, on n'est pas certain et du coup on peut avoir peur de se lancer à plein temps dedans et de vraiment quitter son job. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que c'est une construction de plein de petits moments où tu t'es dit, ouais, c'est bon, allez, j'y vais, même si j'ai peur, j'y vais, quoi. Hem, j'ai eu les 2. J'ai eu le déclic, quand j'ai fait mini départ où je me suis dit, «Je veux lancer mon activité». Ça, c'était le premier déclic et c'est ce qui a enclenché, la demande de rupture conventionnelle et après, le côté, «Bon, bah, c'est bon, je me lance, j'y vais», c'est quand j'ai eu 1 client, 2 clients, 3 clients et que je voyais qu'à chaque fois que j'en parlais, les gens avaient des étoiles dans les yeux en disant: «Mais c'est génial ce que tu fais» et je me suis dit: «Bah, en fait, il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande donc bah, il y a plus qu'à». Et donc Ok, petit à petit, j'ai pris confiance et je me suis lancée. d'accord.
Ok, ça marche. Ok, il y a plein de questions que j'ai envie de te poser et je vois qu'il y en a dans le chat, donc j'essaie un petit peu de prioriser. Euh, Question par rapport justement, on va rester sur ce côté confiance, légitimité, tout ça. Je vois deux questions intéressantes. Il y en a une sur le fait de fixer un prix qui te semble légitime et aussi sur la prospection. Je te propose qu'on commence en ordre logique par la prospection. Est-ce que tu as fait Mhm. beaucoup de prospection pour trouver des clients? Comment tu trouves concrètement tes clients? Pas du tout, je ne fais pas de prospection. Et oui, c'est possible. Et oui, c'est grâce à toi, Charlotte. Je fais du marketing de contenu. Parce que j'ai été commerciale, donc j'ai fait beaucoup de prospection et je déteste ça. C'est pas mon fort et du coup, mais je crois, honnêtement, dès le début de la formation Side Project, allez, peut-être, 1 mois après, j'avais lancé mon blog. Et du coup, j'écris des articles une fois par semaine. J'ai fait beaucoup de bénévolat, on peut dire ça comme ça, au tout début, où j'ai fait beaucoup de choses gratuitement, pour me faire connaître. Donc je suis, mentor, dans un incubateur d'entrepreneurs, gratuitement, mais pour le coup, pour après récupérer des coachings qui sont payants. Et j'ai fait quelques offres d'audit gratuits pour petit à petit bah, me faire la main, être plus sûr de moi et au fur et à mesure, mon réseau, quand j'ai eu ma rupture conventionnelle et que j'ai annoncé à tout le monde que bah, je lançais mon entreprise, fait appel à moi. Aujourd'hui, c'est principalement mon réseau et les petites graines que j'ai plantées depuis le début de Side Project avec le blog et tout le marketing de contenu. Ok, super, hyper intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de marketing de contenu, mais c'est bien que tu en parles ce soir. Et du coup, pour continuer sur notre trajectoire confiance, légitimité, il y avait une question, c'était comment tu as réussi à fixer un prix qui te semblait légitime? Comment tu fixes les prix avec tes clients? Alors, ça a été très, très compliqué. C'est la question épineuse, clairement. Il y a des exercices dessus, je crois, dans Side Project. J'avais aussi fait des recherches, j'avais vu sur internet, calculer combien vous voulez gagner versus, combien ça va vous coûter en charge, et cetera. Et en fait, ce qui m'a, vraiment aidé à déterminer mon prix, c'est un livre de Fabien Olicard, qui est mentaliste, qui est, je sais plus ce que c'est, sur le temps, comment gagner du temps, ou quelque chose comme ça. Et il dit quelque chose de très simple, il fait un calcul en disant, alors je vais pas vous refaire tout le calcul, mais en gros, calculer combien de temps, vous seriez prêt, à passer pour, répondre à une enquête et combien vous souhaiteriez en bon d'achat. Et en gros, il fait un petit calcul et il dit: «Bah, voilà, à combien vous estimez votre temps?» Et donc c'est comme ça que j'ai calculé, mon coût. Hyper intéressant. Ok. Et quand justement tu t'annonces ton prix au client, comment tu te sens? Est-ce que tu as eu justement des négociations à faire? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu as des fois regretté un prix trop bas ou un prix trop haut? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que sur le sujet argent, je sais que c'est une question qui peut compter. Alors la toute première fois que j'ai annoncé mon prix, donc c'était, pendant la formation Snake Project et j'étais tellement mal à l'aise, que quand il a négocié un petit peu parce que lui aussi il ne s'attendait pas au tarif que je lui ai annoncé, donc je me suis accordée sur un tarif bas et il y a aucun moment j'ai regretté parce que c'était mon premier client, donc il y avait un petit côté affect, qui fait que il m'aurait dit pour 100 €, je l'aurais fait quand même. Donc voilà. Maintenant, je pense que oui, aujourd'hui, j'ai plus du tout, aucun problème à annoncer, mes prix. J'ai des tarifs négociés pour les entrepreneurs qui sont chez les incubateurs, et j'ai mes tarifs, bah, non négociés, pour les personnes que je prends en coaching. Heu, je je pense que je reste très accessible et que peut-être il faudra, qu'à terme j'augmente mes prix. Mais quand on se lance, peut-être qu'il faut rester dans une fourchette moyenne, avec laquelle on est à l'aise en tout cas, qui soit pas trop basse, mais qui soit pas trop haute non plus et quand vraiment, vraiment j'aurai très, très confiance en moi, parce qu'on doute quand même tous les jours un petit peu malgré tout, peut-être que je monterai, mes prix. Ok. Ok, j'espère que ça répond à vos questions dans le chat concernant les prix. S'il y a d'autres questions par rapport à ça, vous nous dites. Je vois plein d'autres questions. Je vais essayer de rester encore dans notre thème. Une question, alors qui n'a pas été posée, je l'invente, mais je sais qu'elle est posée parfois dans d'autres moments. C'est comment tu organises ton temps maintenant au sein de ton activité, entre le temps où tu travailles pour tes clients, le temps où tu crées du contenu, le temps administratif. En gros, c'est quoi les grands blocs de temps de ton activité et comment tu gères ça? Alors, bah, c'est beaucoup plus simple maintenant que je fais ça à temps plein, c'est sûr. En fait, moi, mes enfants sont à l'école de 9 heures à 17h30. Donc en gros, de 9 heures à 17h30, je suis à fond les ballons. Limite, je prends 45 minutes pour manger et je travaille beaucoup plus intensément que quand j'étais, salariée finalement. Je ne travaille pas le mercredi.
sauf urgence, voilà. Mais parce que justement, j'ai décidé aussi de monter mon activité pour avoir du temps à passer avec mes enfants. Donc c'est des journées assez courtes et très intenses. Néanmoins, donc mes gros blocs de temps sont la semaine, le matin et le soir. Mais je m'accorde quand même de la flexibilité si besoin le soir, que les clients m'appellent. Bon, bah voilà. Il y a quelques cris, quelques pleurs d'enfants qui échappent, mais, mais du coup, voilà, il y a une petite flexibilité tout de même. Mais voilà, gros bloc de temps pour répondre à ta question, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ok, ok, super clair aussi là-dessus. Très très bien, écoute, efficace, très clair. Je regarde s'il y a des questions sur le même sujet. Ah, j'ai Suzanne qui nous demande, est-ce que tu as comparé tes prix avec ceux du marché? Alors, j'ai essayé, j'ai voulu et j'ai pas réussi à trouver l'information. En fait, parce que dans le marketing digital, vraiment, il y a de tout, il y a à manger et à boire. Dès qu'on dit marketing digital, en fait, ça englobe tellement de choses parce que c'est très, très vaste. Moi, je me suis spécialisée du coup sur les réseaux sociaux, mais honnêtement, impossible de comparer mes prix, aux concurrents. Trop de concurrents différents avec des niveaux différents. Ok, ok, ok. Ouais, non, c'est compliqué. Enfin, clairement, même si tu vas sur les plateformes de freelance, il y a vraiment de tout, donc Il y a tout. c'est très compliqué. J'ai plusieurs questions sur ton statut. Est-ce que c'est bien une micro-entreprise ou Alors, pas? c'était une micro-entreprise, Dis-nous. jusqu'à, d'avril à janvier et en fait, je suis passée en SASU, en janvier. Parce que justement, j'avais des indemnités chômage et que je ne voulais pas que mes indemnités soient que ce que je gagnais soit déduit de mes indemnités. Du coup, je ne touche pas ce que je gagne et je le laisse dans l'entreprise, pour après, quand j'estimerai que ce sera le bon moment, me rémunérer avec un salaire. Mais c'était Ok. plus intéressant, en tout cas en termes de charges, d'ouvrir une SASU. Ok, je pense que ça répond du coup à plusieurs questions qui ont été posées tout à l'heure aussi sur le fait que tu te verses ou pas une rémunération. Donc voilà. Nickel. Écoute, je regarde ces d'autres questions là-dessus, mais j'en ai vu une autre très intéressante aussi, plus sur toi en fait, sur comment tu le vis et comment l'ont vécu tes proches. J'ai vu une question de Michael. Comment tes proches ont réagi quand tu leur as annoncé que tu quittais le confort de ton entreprise? Et ben, alors, comme j'avais fait un burn-out avant, ils ont été très compréhensifs. Je pense que si j'avais pas effectivement fait de burn-out et que c'était arrivé de but en blanc, peut-être que ça aurait été un peu compliqué. C'est vrai que là, j'ai eu un soutien énorme, c'était assez impressionnant et tout le monde a cru en moi tout de suite. Donc je me suis dit: «Bon, bah, j'ai de la chance par rapport aux personnes qui ne sont pas forcément soutenues». Faut savoir que pour la petite histoire, mon mari est au chômage, donc c'était pas forcément le meilleur moment de décider de tout plaquer pour me lancer. Mais voilà, à partir du moment où, là, pour le coup, j'ai eu le soutien de mes proches, j'ai pas eu de doute. Et on m'a dit aussi, que j'avais des étoiles dans les yeux lorsque j'en parlais et qu'il fallait pas que j'hésite une seconde. Voilà. Est-ce que justement, il y a des conseils qui t'ont été donnés, qui t'ont été particulièrement utiles, et à l'inverse, d'autres choses qu'on t'a dites et où tu as bien fait de ne pas écouter? Et beh, comme j'ai fait la formation, plus ou moins quand je me lançais, hein, je sais, je fais beaucoup de teasing side project, mais c'est vrai que tu donnes beaucoup de bons conseils dans cette formation. Je n'ai pas écouté en vrai, les conseils ou les reproches de qui que ce soit. Je me suis, complètement focalisée sur, des experts, donc Side Project, j'ai regardé, des vidéos de The Family, enfin voilà, je me suis vraiment enfermée dans mon cocon finalement, et je me suis pas trop ouverte, à qui que ce soit tant que j'étais pas moi carrée, lancée. Et une fois que j'étais bien lancée, bah, en fait, même on vient me voir pour me demander des conseils, me demander comment je me suis lancée, voilà. En fait, ça donne envie et ça crée des vocations de mon côté. Donc c'est plutôt cool. Ouais. D'où le fait d'être vraiment focus sur ce qui va te donner de l'énergie, sur ce qui va t'inspirer, qui va t'aider, mais le reste, le mettre de côté, quoi, clairement. Complètement. Je suis restée dans mon flow. C'est ça. Ok, génial là-dessus. Je réfléchis aussi, vous allez nous dire, de toute façon, on se prend encore 3-4 minutes sur les questions. Mais il y a une question que je voulais te poser dans tous les cas. C'était en fait une question un peu de conclusion par rapport à cette thématique de l'idée, hein, au fait de trouver l'idée, de choisir l'idée, de la préciser. Toi, ce serait Mmh. quoi le conseil, ou les conseils si tu en as plusieurs, mais vraiment le conseil clé que tu donnerais bah, à quelqu'un qui a du mal avec son idée, qui n'est pas sûr? Qu'est-ce que tu lui dirais? Beh, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, c'est de tester, en fait. Il y a pas de secret là-dessus. Moi, j'avais plusieurs idées, c'est vrai qu'il faut en tester une, se donner les moyens de vraiment la tester parce que pour le coup, si on teste une semaine, on se dit: «Bon, bah, ça marche pas, j'arrête», voilà. Faut la tester et si ça marche pas, bah, faut apprendre pourquoi et effectivement, alors je vais peut-être répéter beaucoup de choses que vous allez entendre, mais c'est vrai qu'il faut être dans son flow. Moi, ça m'a vraiment, inspirée et c'est vrai que
L'idée que j'ai retenue, c'est celle où je me suis dit: «Waouh, mais en fait, j'adore, chaque moment de ce que je fais et je veux pas faire autre chose». Voilà. Donc moi, c'est ce qui m'a aidée. Mais après, voilà, je dirais vraiment, faut itérer, tester, essayer, tomber s'il faut tomber pour retester autre chose, mais tout en restant dans quelque chose que vous aimez faire. Le côté test, quoi. C'est vraiment ce Ah, test-là. complètement. D'ailleurs, j'ai vu une question passer. Le premier client, tu avais déjà le statut micro-entreprise ou tu l'as facturé au black? Non, non, j'ai créé ma micro-entreprise pour pouvoir le facturer. Ok, Je suis trop ok, ça réglo. marche. Bah, une chose que je dis aussi parfois, c'est que si pour vous, administrativement, c'est pas le moment de créer l'entreprise ou vous voulez attendre quoi que ce soit, vous pouvez aussi, en termes de confiance avec la personne, dire que la facturation aura lieu Mmh. après, quand ce sera créé et c'est OK, quoi. Donc, C'est vrai. écoute, très clair sur tout ça. Je regarde s'il y a d'autres questions. Manon, est-ce que tu vois d'autres questions? Je réponds à ça. J'ai plein de questions, mais je n'ose pas les dire ici parce que sinon on voit ma tête et je dois continuer à Ah, c'est enregistrer la vrai! tienne. C'est vrai, exact, exact, exact. Je regarde s'il y en a d'autres, sinon tu peux me les remettre dans le chat, mais je suis en train de parcourir. De toute façon, on va se prendre encore 2 minutes. Est-ce que le temps que je cherche, Élodie, il y a d'autres choses que toi, tu aurais envie d'ajouter, Et importantes, je qu'on n'aurait pas abordées? si, oui, effectivement, j'en ai pas parlé et c'est vrai que je me l'étais noté. Comment j'ai choisi, mon projet? C'est vrai qu'il y a 2 exercices, alors j'en ai parlé rapidement, mais peut-être pas dans le détail. Il y a 2 exercices qui m'ont vraiment aidée. C'est le Lean Canva parce que je pense que c'est un des plus durs à faire, mais finalement c'est un des plus efficaces, parce qu'en fait, vous allez le voir, mais vous posez vraiment votre offre, ce qui vous apporterait du revenu, votre cible et cetera. Et l'exercice du persona parce qu'on se dit tous: «Oui, c'est bon, je connais mon client, je connais ma cible», mais en vrai, de faire l'exercice du persona, vraiment ça vous ouvre des perspectives et vraiment ça vous personnalise votre client idéal et c'est vraiment ça qui m'a aidée à définir aussi, plus précisément mon offre. Parce qu'à la base, je voulais faire du coaching uniquement et finalement aujourd'hui, je suis mentor et formatrice et coach. Ok. D'ailleurs, j'ai une question tout à l'heure, je crois qu'on n'y a pas répondu. Est-ce que tu as fait une formation de coaching pour être Pas coach? du tout, alors, pas du tout. Voilà, pas du tout. Ok. Je fais ça depuis, 10 ans, enfin je faisais ça depuis 10 ans, je formais en fait, les collaborateurs et les distributeurs de chez Mercedes aux réseaux sociaux. Donc j'ai appris en fait, en avançant. Je me suis formée sur le tas, à ce qui marchait, ce qui marchait pas. J'ai développé une méthode, mais je ne me suis pas formée au coaching en tant que tel. C'est de la Ok. pédagogie. Ok, ok, très clair aussi là-dessus. Je regarde s'il y a d'autres choses. C'est quoi l'exercice cité par Elodie? C'est le Lean Canva. Alors, nous, on le réintitule le Business Plan Express dans cette project. C'est en fait sur une page. On vous fait travailler sur votre modèle économique. En fait, ça tient sur une page. C'est vraiment très clair, très synthétique. Donc, les mentors, ils corrigent là-dessus spécifiquement. Et donc, ça vous aide à avoir les grandes lignes et notamment la rentabilité de votre projet. Et je pense qu'on va terminer avec cette question-là. Élodie, j'ai eu quelques questions sur est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec toi? Quels sont tes coûts? En gros, ton modèle économique et la viabilité de ton modèle économique. On termine sur une question un peu technique, mais je pense que ce serait pas mal de l'aborder. Alors aujourd'hui, je travaille toute seule. Je ne pense pas continuer à travailler toute seule parce que clairement, je ne pourrais pas absorber, toute la charge de travail. Donc c'est plutôt une très, très bonne nouvelle et c'est aussi pour ça que j'ai monté une SASU pour pouvoir, employer ou en tout cas travailler avec des freelances. Et mon modèle économique, en fait, il est, soit au forfait, donc j'ai des forfaits, journées de formation, et j'ai du coaching où là, c'est à l'heure. Ok, ok, très très Et clair. je vais faire rentrer dans mes forfaits, justement, le travail avec d'autres freelances. Ok. Et aujourd'hui, tes coûts, est-ce que tu en as et sur quoi à quoi ils sont liés? Mes coûts sont essentiellement, digitaux et quand je me déplace, en université du coup, donc ça va être, Microsoft Office 365, Canva, pas Lean Canva, Canva, pour tout ce qui est création visuelle, et puis, bah, voilà, le parking, parce que oui, j'ai la chance de pouvoir me déplacer, de rencontrer quand même des personnes, donc je sais que c'est un luxe aujourd'hui, même si, 90 de mon activité se fait, en distanciel. J'ai quand même un petit peu de présentiel, donc du coup, ça sera, l'essentiel parking. J'ai pas beaucoup de coûts puisque je suis dans le marketing digital. C'est vrai que j'ai une entreprise qui est assez flexible en termes de coûts, si je peux dire ça. Ok, bah, de toute façon, ça, on va en discuter pour l'atelier de vendredi où on est avec Audrey, tu sais, de Instagram, notre coach Instagram qui fait l'intervention de vendredi soir et on va en discuter. Donc, on va vous partager aussi l'exemple avec les chiffres de Audrey. Je vais vous partager le mien aussi de quand je me suis lancée. Donc, voilà, on va discuter de tout ça aussi vendredi. Et puis, écoute, je pense que, alors, je vois encore quelques questions, mais on a
et abordé, je pense, les sujets essentiels. Il est quasiment 21h45, donc je pense qu'on va terminer là-dessus. Est-ce que voilà, tu as un mot de fin? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on clôture cette partie-là? Eh bien, si vous avez la chance de le faire, faites la formation Side Project. Vraiment, je vous le recommande vivement parce que moi, ça a changé ma vie. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, vraiment, c'est une très bonne formation de qualité et bravo pour tout le travail que vous faites chez Postalem. Ah bah écoute, ça me touche. On n'a pas payé Elodie pour ce Non, soir, je c'est précise. vrai, c'est vrai. Ça fait peut-être Mais, plus, vraiment, je le pense. mais ça fait super plaisir et de voir comment tu as évolué, le fait que tu te sois lancé, que tu n'aies pas lâché l'affaire avec ta rupture conventionnelle. Et vraiment, c'est hyper inspirant. Donc, j'espère que ça vous a plu en tout cas.